Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons étudier un nouveau cours qui a pour titre « Théorie des actes de langage » par John Austin. Nous verrons comment cette théorie a été le point de départ de la pragmatique linguistique. La deuxième étape schématique du développement de la pragmatique est l'étape de la philosophie du langage. Ce courant s'inscrit dans la lignée des travaux des mathématiciens philosophes Frege, Russell, Carnap, qui, en étudiant les langages artificiels logiques, cherchent à résoudre la problématique de la relation entre la logique mathématique et le langage. Dans les années 50 à 70, le philosophe britannique de l'école d'Oxford, Austin, et l'américain Searle, vont s'inspirer des travaux de ces mathématiciens philosophes pour développer une nouvelle théorie qui s'intéresse non plus aux langages artificiels, mais au langage ordinaire. Leur observation principale est que, le rôle du langage n'est pas uniquement de décrire le réel, mais aussi d'exercer une action sur ce réel. La contribution majeure d'Austin a été de souligner l'utilisation que nous faisons du langage dans la vie courante. Le langage est utilisé pour faire autant que pour affirmer. L'avancée d'Austin a donc été de suggérer que tout discours et toute parole est une action avec des mots et des signes. Ils vont ainsi ouvrir la voie à la pragmatique en tant que discipline, en instaurant la célèbre théorie des actes de langage. John Langshaw Austin. John Langshaw Austin est né le 26 mars 1911 à Lancaster, en Angleterre. Quand il a 10 ans, sa famille déménage en Écosse, où il commence ses études primaires. En 1924, Austin étudie à Shrewsbury School, puis en 1929, il commence des études de lettres classiques au Balliol College, de l'Université d'Oxford. En 1933, il obtient son diplôme en lettres classiques et philosophie, avec les honneurs, ainsi que le prix Gafford en prose grecque. Ses cours le font s'intéresser à Aristote. Il devient professeur, en 1935 au Magdalen College de l'Université d'Oxford. Austin s'intéresse dès ses études à Aristote, Kant, Leibniz et Platon. Il est influencé par des penseurs contemporains, tels que George Edward Moore, John Cook Wilson, et H. A. Pritchard. Leur observation principale est que le rôle du langage n'est pas uniquement de décrire le réel, mais aussi d'exercer une action sur ce réel. Ils s'intéressent à la philosophie du langage ordinaire. Après la Deuxième Guerre, Austin devient professeur de philosophie morale à Oxford. Il y lance les samedis matins d'Austin, qui sont des rencontres avec des étudiants et des enseignants, où chacun peut discuter et débattre sur des thèmes tournant autour de l'utilisation que font les locuteurs de leur langue, ainsi que des philosophes grecs sur le sujet. Au milieu des années 50, Austin est invité à l'université de Harvard et à l'université de Berkeley. Il donne une série de conférences à l'université de Harvard en 1955, qui seront publiées sous le titre « Quand dire, c'est faire ». Ses cours sur le langage de la perception seront publiés de façon posthume. Austin meurt à l'âge de 48 ans à Oxford, le 8 février 1960. Il écrivait à l'époque une théorie de la sémantique basée sur le symbolisme du son. Son œuvre la plus connue est « How to Do Things with Words » de 1962, traduite en français, sous le titre de « Quand dire, c'est faire ». Les idées que développe Austin remontent à 1939, et elles ont fait l'objet d'un article en 1946, puis de conférences à la BBC, avant d'être prononcées sous la forme de conférences, en 1955. L'idée principale d'Austin est que la fonction du langage n'est pas essentiellement de décrire le monde, mais aussi d'accomplir des actions. Les philosophes ont longtemps supposé que, une affirmation ne pouvait que décrire un état de fait, et donc être vraie, ou fausse. Autrement dit, qu'il n'y avait que des énoncés qui constatent un état de fait. Austin les appelle énoncés constatifs.
Austin insiste sur le fait que, croire cela, c'est tomber dans l'illusion descriptive. Austin montre que tous les énoncés n'entrent pas dans cette catégorie. Il existe certains énoncés qui sont eux-mêmes l'acte qu'ils énoncent. Il les baptise énoncés performatifs. Il explore par la suite, et avec beaucoup de soin, toutes les conséquences de cette découverte. Une énonciation est performative lorsque sa fonction n'est pas seulement de décrire un fait, mais qu'elle accomplit elle-même quelque chose. Un exemple typique d'expression performative est la phrase que prononce le maire lors d'un mariage, « Je vous déclare mari et femme ». Cette phrase fait changer de statut les personnes à marier, en la prononçant le maire accomplit l'acte de faire passer les mariés de l'état de fiancé à celui de marié. Donc prononcer cette phrase, c'est accomplir un acte. Mais pour que l'acte accompli soit effectif, il doit remplir certaines conditions. Et les différents protagonistes doivent également respecter certaines conditions de succès, qu'Austin appelle « conditions de félicité ». Pour l'exemple précédent, le locuteur doit jouir de ses droits de mère, les destinataires être célibataires et désirant s'unir par les liens du mariage. Le lieu doit être la mairie, ou un lieu conventionnel où ont lieu les cérémonies de mariage. Ainsi, le même énoncé, prononcé au milieu d'un groupe d'amis pour rigoler, perdrait son sens initial de cérémonie de mariage, et l'action de marier ne serait pas effectivement accomplie, dans ce cas. À côté de ces conditions, pour qu'il soit tout simplement possible de parler de la réalisation d'une telle action, il faut que le locuteur soit dans un certain état d'esprit, se conduise de manière appropriée par la suite, et que les interlocuteurs soient dans une optique d'engagement. C'est ainsi qu'a été établie l'opposition constatif-performatif, la version initiale de la théorie des actes de langage. Les énoncés constatifs obéissent aux conditions de vérité, et les énoncés performatifs obéissent aux conditions de félicité. Critique de la distinction performatif-constatif. La distinction performatif-constatif, basée comme elle l'est, sur la distinction entre conditions de félicité et conditions de vérité, est en réalité limitée par le fait qu'elle ne tient pas ses promesses quant à ce qu'elle définissait au départ. Austin se rend compte qu'à côté des performatifs classés comme tels, il y a des constatifs qui sont en fait des performatifs implicites, par exemple une phrase déclarative, qui en fait est une promesse non explicite, mais où le verbe « promettre » n'est pas explicitement employé, exemple, « Demain, je t'achèterai des chocolats ». De plus, les constatifs correspondent à des actes de langage implicites, des actes d'assertion qui sont donc soumis à des conditions de félicité, comme le sont les performatifs. Enfin, ils peuvent être comparés à leurs correspondants performatifs explicites, ce qui détruit définitivement la distinction performatif-constatif. Exemple, j'affirme que le chat est sur le paillasson. L'opposition entre conditions de félicité et conditions de vérité n'est donc pas complète, elles peuvent se combiner sur le même énoncé, et par contre-coup, l'opposition entre performatif et constatif n'est pas aussi clairement définie qu'il y paraît au premier examen. Austin abandonne la première classification en énoncé constatif et énoncé performatif et bâtit une nouvelle classification des actes de langage en 3 catégories. Les actes locutoires que l'on accomplit dès lors que l'on dit quelque chose et indépendamment du sens que l'on communique. Les actes illocutoires que l'on accomplit en disant quelque chose et à cause de la signification de ce que l'on dit. Les actes perlocutoires que l'on accomplit par le fait d'avoir dit quelque chose et qui relèvent des conséquences de ce que l'on a dit. Tout énoncé réussi exécute 3 actes. Austin propose d'appeler locutoire la première catégorie d'actes, qui se résume à la mise en œuvre du langage. Par exemple, concevoir la phrase, choisir des mots, les ordonner en phrase, leur attribuer du sens, les prononcer ou les écrire, etc. Il s'agit ici des formes multiples que prend l'activité langagière chez les humains.
Remarque, certains chercheurs emploient le terme « locutionnaire ». La seconde catégorie est celle des actes illocutoires, c'est-à-dire des actes exécutés par le langage, contenus dans le langage. Ils ne sont exécutés que par le langage. Ils peuvent en effet être accomplis grâce à tous les verbes d'action, contenus dans la langue. Par exemple, avouer, argumenter, blâmer, certifier, conclure, condamner, décrire, féliciter, interroger, inviter, insulter, juger, menacer, ordonner, parier, pardonner, promettre, prêter serment, répondre, remercier, saluer, s'excuser. Remarque, certains chercheurs emploient le terme « illocutionnaire ». La troisième et dernière catégorie est représentée par les actes perlocutoires, qui représentent l'effet accompli sur l'auditoire par l'énoncé. Par exemple, calmer, consoler, influencer, instruire, impressionner, intéresser, persuader, promettre, rassurer, tromper, troubler. Prenons l'exemple de l'ordre. 1. Prononcer, je t'ordonne, acte locutoire. 2. Demander d'être obéi, acte illocutoire. 3. Obtenir l'obéissance effective, acte perlocutoire. Remarque, certains chercheurs emploient le terme « perlocutionnaire ». Austin est mort prématurément, en 1960, à l'âge de 48 ans, ses travaux semblent inachevés. Peu de temps après, les William James Lectures ont été publiés de façon posthume, en 1962. Ces travaux ont néanmoins eu un grand retentissement et ont suscité de nombreuses recherches ultérieures dans le domaine des actes de langage. Cette partie du cours est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Nous nous retrouverons dans la deuxième partie de ce cours, pour parler de Searle, le disciple d'Austin qui a poursuivi ses travaux. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et de vous abonner à la chaîne, pour ne rien rater des nouveautés à venir. À bientôt.